C'est moi qui étais debout à 3 heures du matin pour nourrir notre fils pendant qu'elle dormait à côté de moi. Du moins, c'est ce que je pensais. L'homme qu'elle cachait m'appelait « mon pote » depuis des mois. Puis un simple formulaire médical a révélé quelque chose qui a fait s'effondrer le dernier mur qui me protégeait. Je m'appelle Clark Grimby. J'ai 41 ans. Je travaille à distance comme architecte cloud pour une entreprise technologique de taille moyenne basée à Seattle. Bon salaire, horaire flexible, pas de trajet. Ma femme, Norma, a 35 ans. Nous étions mariés depuis 5 ans quand tout s'est effondré. Notre fils, Caleb, avait 9 mois à l'époque. Nous vivions dans une maison à 2 étages à Denver, au Colorado, un vrai quartier, avec des chaînes, des trottoirs, le genre d'endroit où les gens se saluent le matin. Norma travaillait dans le marketing pour une société immobilière commerciale en centre-ville. Bon poste, salaire solide. Elle partait à 8 heures, rentrait quand bon lui semblait. Parfois à 18h30. D'autres soirs à 21h15. J'ai arrêté de poser la question au bout d'un moment, car les réponses étaient toujours les mêmes. Réunion tardive, dîner avec un client, embouteillage sur LIE 25. Pendant ce temps, c'est moi qui étais à la maison. Je veux être clair sur un point, car je sais déjà comment ça sonne. Je ne restais pas les bras croisés pendant que ma femme payait les factures. Je gagnais plus de 220 000 $ par an depuis mon ordinateur portable. Je gérais l'infrastructure cloud pour des clients professionnels sur 3 fuseaux horaires. Je prenais des appels à 6 heures du matin et parfois de nouveau à 22 heures. Et entre tout ça, c'est moi qui donnais ses céréales à Caleb, qui lui lisait les 4 mêmes livres cartonnés jusqu'à les connaître par cœur, qu'il installait dans la voiture pour chaque rendez-vous chez le pédiatre. Je tournais avec 3, peut-être 4 heures de sommeil la plupart des nuits, et je le faisais sans me plaindre parce que c'était l'accord que nous avions passé, et je crois qu'il faut tenir sa parole. Ce que je ne savais pas, c'est que Norma avait discrètement cessé de croire à la même chose. Ce mardi d'octobre, je m'en souviens clairement. Caleb s'était enfin endormi vers 22h15 après 45 minutes de pleurs. J'étais encore à mon bureau, en train de finir un rapport de migration de système, quand j'ai entendu la porte d'entrée. Norma est entrée, a laissé tomber son sac près des escaliers et s'est dirigée directement vers la douche. Elle prenait toujours une douche avant de se coucher. Rien d'inhabituel. Mais quand elle s'est glissée sous les couvertures 20 minutes plus tard, quelque chose était différent. L'air dans la pièce semblait différent. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis allongé à côté d'elle. Elle était sur le côté, le dos tourné. J'ai tendu la main et l'ai posée sur son épaule. Un simple geste silencieux, le genre que les gens mariés font sans y penser. Elle a tressailli. Pas un grand mouvement, juste un recul rapide et involontaire de ma main, comme si elle avait été surprise. Elle l'a rapidement dissimulé, se retournant et murmurant qu'elle était fatiguée. Mais je l'avais senti. Cette demi-seconde de recul s'est logée dans ma poitrine comme une écharde. Je suis resté là, dans le noir, à fixer le plafond, et j'ai pensé à toutes les fois, ces derniers mois, où elle avait été légèrement hors de portée. Les dîners où elle était plus sur son téléphone que présente. Les week-ends où elle semblait agitée, comme si notre maison n'était qu'un lieu de passage pour elle. La façon dont elle riait différemment quand elle parlait de certaines personnes de son travail. Un nom revenait plus que les autres ces derniers temps. Julian Steele. Je connaissais Julian. Je l'avais recommandé pour un poste de contractuel dans mon entreprise 8 mois auparavant. Il m'avait contacté via LinkedIn, disant qu'il cherchait à mettre un pied dans le secteur, et j'avais glissé un mot en sa faveur parce que c'est ce que font les gens bien. Il avait pris son envol. Depuis, il était sur les mêmes canaux Slack internes que les contacts de Norma, assistait à certains des mêmes événements de fournisseurs, évoluait dans le même cercle professionnel. Il m'appelait « mon pote » à chaque appel vidéo. « Salut Clark. Comment ça va, mon pote ?» J'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas de la rage, pas encore. Juste une clarté calme et terrible, le genre qui s'installe quand votre corps comprend quelque chose que votre esprit refuse encore d'accepter. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas confronté Norma cette nuit-là. J'ai repensé à cette décision une centaine de fois depuis, et je pense toujours que c'était la bonne. Se lancer dans une confrontation sans preuve solide, c'est juste du bruit. On donne à l'autre personne une marge de manœuvre, la possibilité de nier, de retourner la situation et de faire de vous le problème.
Je n'allais pas gérer ça. Alors, j'ai attendu. Les 2 jours suivants, j'ai prêté attention d'une manière que je n'avais pas eue depuis des mois. Pas une attention évidente. Je ne l'ai pas surveillé, je n'ai pas changé ma routine, je ne lui ai donné aucune raison de penser que quelque chose avait changé. J'ai juste observé. Et une fois qu'on commence à observer avec des yeux clairs, on commence à voir des choses qu'on avait manquées auparavant. Elle emportait son téléphone dans la salle de bain à chaque fois. Elle orientait l'écran loin de moi quand elle tapait. Elle a ri de quelque chose sur son téléphone mercredi après-midi pendant que Caleb faisait la sieste. Un rire court et vif, le genre qu'elle m'adressait autrefois. Quand je suis entré dans la cuisine, le rire a cessé et le téléphone s'est retrouvé face contre table sur le comptoir, en un seul mouvement fluide. Jeudi soir, j'ai eu ma réponse. Caleb s'était réveillé à 2h40 avec une couche mouillée et s'était mis à pleurer à chaudes larmes avant que je puisse l'atteindre. Je m'en suis occupé, je l'ai changé, j'ai chauffé un biberon, je l'ai recouché vers 3h20. Quand je suis revenu au lit, Norma n'avait pas bougé, profondément endormi ou faisant semblant. Son téléphone était sur la table de chevet, écran vers le haut. Une bannière de notification s'est allumée alors que je m'asseyais sur le bord du matelas. Je ne l'ai pas pris immédiatement. Je suis resté assis un moment, le cœur battant à un rythme régulier et délibéré, comme il le fait quand une partie de vous sait déjà ce qui va arriver. Puis je l'ai ramassé. La bannière provenait d'un contact enregistré sous « JS ». Je pense encore à ce soir. Tu aurais dû rester plus longtemps. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ouvert les messages. Elle ne les avait pas supprimés. C'est ça qui m'a frappé. Elle n'avait même pas pris la peine. Peut-être pensait-elle que je ne regarderais jamais. Peut-être était-elle devenue négligente. Quoi qu'il en soit, tout était là. Des semaines entières. Le genre d'échange qui ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. Des lieux précis, des heures précises, des détails précis qui me disaient exactement ce qui s'était passé pendant que j'étais à mon bureau à gérer des déploiements d'infrastructures et à me lever à 3h du matin pour nourrir notre fils. J.S. Julian Steele. L'homme que j'avais recommandé, l'homme pour qui je m'étais porté garant, l'homme qui m'avait appelé, mon pote, à chaque réunion d'équipe pendant 8 mois comme si nous étions de vieux amis, comme s'il n'avait pas passé la moitié de ce temps à construire quelque chose avec ma femme dans mon dos. J'ai reposé le téléphone sur la table de chevet, exactement là où je l'avais trouvé. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas réveillé Norma. Je suis resté là, dans la chambre obscure, à regarder le visage endormi de ma femme, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très, très silencieux. Pas engourdi. Je veux être précis à ce sujet. Ce n'était pas de l'engourdissement. C'était le contraire. C'était une clarté absolue, jusqu'à la moelle. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à noter les dates, les heures et tout ce qui, dans ces messages, pourrait avoir de l'importance plus tard. Je ne pensais pas à ce que je ressentais. Je pensais à ce dont j'avais besoin. À 5h30 du matin, j'avais 2 choses. Une image claire de la durée de cette affaire, au moins 4 mois, d'après les messages les plus anciens que j'ai pu trouver, et le nom et le numéro d'un avocat en droit de la famille que Travis avait mentionné en passant il y a environ 1 an. Travis Hay, mon ami le plus proche depuis l'université, avait traversé son propre divorce 3 ans plus tôt. Il m'avait dit que son avocat était le genre de type qu'on voulait dans son camp quand les choses devenaient moches. J'avais le sentiment que les choses allaient devenir moches. À 7 heures, j'ai envoyé un SMS à Travis. Besoin de parler. Pas une petite affaire. Il m'a rappelé 4 minutes plus tard. Je lui ai donné la version courte, assez pour qu'il comprenne la situation. Il est resté silencieux un moment après que j'ai fini. Puis il a dit, reste calme et méthodique. Ne lui dis pas un mot pour l'instant. Pas un seul mot. Appelle Harding d'abord. Harding. C'était l'avocat. Fletcher Harding. Droit de la famille. 15 ans à Denver. J'ai pris rendez-vous pour 9h15. Quand Norma est descendue à 8h, les cheveux mouillés et son sac de travail sur l'épaule, j'étais à la table de la cuisine en train de donner ses céréales du matin à Caleb. Elle s'est versé un café, a embrassé le sommet de la tête de Caleb, m'a fait un rapide sourire distrait et a dit qu'elle serait probablement encore en retard. D'accord, ai-je dit. Elle a hésité une seconde. Peut-être cherchait-elle quelque chose dans mon expression,
un signe que j'avais trouvé le message, une réaction qu'elle pourrait gérer. Elle n'a rien trouvé. J'ai gardé un visage neutre et j'ai donné une autre cuillère à Caleb. Elle est partie à 8h12. J'ai regardé la porte se fermer derrière elle, puis j'ai baissé les yeux sur mon fils. Il avait des céréales sur le menton et attrapait la cuillère à 2 mains, complètement indifférent au monde. Tout ira bien, lui ai-je dit doucement. Je n'étais pas encore sûr que ce soit vrai, mais j'avais l'intention de le rendre vrai. Le bureau de Fletcher Harding était au 14e étage d'un immeuble de la 17e rue, au centre-ville de Denver. Salle d'attente impeccable, réceptionniste silencieuse, le genre d'endroit qui donnait l'impression d'avoir vu toutes les formes de détresse humaine tout en restant calme. J'aimais ça. Harding lui-même avait la petite cinquantaine, compact et direct, avec l'attitude posée d'un homme qui avait entendu toutes les histoires et ne pouvait plus être ébranlé par aucune d'elles. Il n'a pas offert de sympathie. Il a offert une stratégie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai tout exposé en une vingtaine de minutes. Les messages, la chronologie, Julian Steele, le fait que j'agissais comme le principal pourvoyeur de soins pour Caleb depuis le jour où nous l'avions ramené de l'hôpital. Harding a écouté sans m'interrompre, a pris des notes sur un bloc-notes jaune et a posé 3 questions quand j'ai eu fini. La maison était-elle aux 2 noms, y avait-il des biens détenus uniquement à mon nom, et avais-je documenté mon rôle de soignant de manière vérifiable? La maison était commune. La propriété locative au Portugal, un appartement de 2 chambres à Porto dont j'avais hérité de mon oncle 4 ans avant même de rencontrer Norma, était à mon nom seul, détenu en fiducie. Et pour la documentation, je lui ai parlé des dossiers pédiatriques. Il a posé son stylo et m'a regardé. À combien de rendez-vous du docteur Brewster avez-vous assisté? À tous, ai-je dit. 14 visites. Norma est venue à une seule, le bilan des 2 mois. Harding a écrit quelque chose et l'a souligné 2 fois. Donnez-moi une copie de chaque dossier, a-t-il dit. De chacun d'entre eux. Je suis sorti de son bureau avec une liste claire des prochaines étapes et quelque chose avec quoi je n'étais pas entré, un plan. Travis m'a retrouvé en bas, dans un café au coin de la rue. Il était déjà à une table quand je suis arrivé. 2 tasses attendaient. Il a regardé mon visage et a hoché lentement la tête. Comment ça s'est passé? Bien, ai-je dit en m'asseyant. Ça s'est bien passé. Tu lui as tout dit? Tout ce qui valait la peine d'être dit. Travis a entouré sa tasse de ses 2 mains. Il avait traversé son propre divorce 3 ans plus tôt, un divorce brutal impliquant une femme qui avait dilapidé leurs économies communes avant qu'ils ne s'en rendent compte. Il connaissait ce terrain. Et Julian, a-t-il demandé doucement. C'était la partie qui me restait en travers de la gorge. Pas la trahison elle-même. J'avais dépassé le choc initial. Mais sa forme spécifique. Julian Steele m'avait contacté un jeudi après-midi il y a 14 mois avec un message LinkedIn poli et bien écrit. Il expliquait qu'il sortait d'un rôle de contractuel et cherchait à s'implanter dans le conseil en infrastructure cloud. Il disait avoir entendu de bonnes choses sur mon travail par une connaissance commune. J'avais passé 40 minutes au téléphone avec lui cette même semaine. J'en avais parlé en bien à notre agent de liaison avec les fournisseurs. J'avais écrit une recommandation qui l'avait aidé à obtenir un contrat avec une entreprise de notre réseau partenaire. J'avais fait tout ça parce que ça ne coûte rien d'aider quelqu'un qui essaie de construire quelque chose. Il avait utilisé cet accès pour passer la majeure partie de 4 mois dans une chambre d'hôtel avec ma femme. J'ai pris une longue gorgée de café. Je ne vais rien faire contre Julian pour l'instant, ai-je dit à Travis. Mais je sais qu'il est marié. Sa femme s'appelle Cassandra. Je l'ai cherchée hier soir. Travis s'est immobilisé. Tu penses à le lui dire? Je pense à beaucoup de choses, ai-je dit. Dans le bon ordre. Le bon ordre était essentiel. Harding avait été clair à ce sujet. Ne bougez pas tant que vous n'avez pas tout documenté. Car une fois que Norma saurait, je savais que la dynamique changerait, et pas en ma faveur. Alors, j'ai passé les 5 jours suivants à faire ce que je faisais de mieux, travailler le système, méthodiquement, sans émotion. J'ai demandé une copie complète des dossiers pédiatriques de Caleb au cabinet du docteur Brewster. Pas besoin d'explication. Les parents ont droit au dossier de leur enfant. J'ai sorti 3 mois de relevés de carte de crédit et j'ai trouvé exactement ce que je m'attendais à moitié. Des dépenses qui n'avaient rien à y faire. Des rendez-vous au spa, le bar d'un hôtel de charme en centre-ville,
un achat de vêtements dans un magasin que Norma m'avait dit être trop cher. Une clinique d'esthétique médicale qu'elle avait fait passer pour un événement professionnel. De petites sommes individuellement, mais stupéfiantes dans leur accumulation. J'ai créé un dossier, tout imprimé, les organisé par date et catégorie, et les mis dans un coffre-fort dans ma voiture. Puis j'ai continué à me présenter chaque matin, à préparer le petit déjeuner de Caleb, à gérer ses siestes, à m'asseoir à mon bureau jusqu'à minuit quand le travail l'exigeait. Norma continuait de rentrer tard. Je continuais de ne rien dire. La 6e nuit, après que Norma soit allée se coucher, j'ai trouvé Cassandra Steele sur les réseaux sociaux. Elle ressemblait à une personne ordinaire, une femme avec un travail et quelques amis, et aucune raison de s'attendre à ce que sa vie soit sur le point de changer. Je suis resté longtemps devant l'écran ouvert. Puis j'ai créé un compte email vierge, j'ai joint 3 captures d'écran des messages que j'avais photographiés sur le téléphone de Norma, et j'ai écrit 4 phrases. Je ne fais pas ça pour vous blesser. Je le fais parce que vous méritez de connaître la vérité. L'homme que votre mari rencontre les mardis et jeudis soirs n'est pas au travail. Je suis désolé. Je l'ai envoyé et j'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne savais pas comment Cassandra Steele réagirait. Ce n'était plus de mon ressort. Ce que je savais, c'est que la vérité était en marche maintenant, et qu'elle continuerait d'avancer, que l'on essaie de l'arrêter ou non. 2 semaines après avoir engagé Fletcher Harding, le cabinet du Dr Brewster a appelé. J'étais à mon bureau en train d'effectuer un audit de migration cloud lorsque le numéro s'est affiché sur mon téléphone. Je connaissais ce numéro. Je l'avais appelé plus de fois que je ne pouvais compter. Je me suis éloigné de l'ordinateur portable et j'ai répondu. L'infirmière chargée des rendez-vous a expliqué que le bilan de développement des 9 mois de Caleb comprenait un panel standard qui nécessitait un historique médical parental complet des 2 parents, groupe sanguin, dépistage génétique de base, conditions héréditaires pertinentes. Elle a dit qu'ils avaient déjà envoyé un formulaire à l'email de Norma il y a 2 semaines et n'avaient pas eu de retour. Pourrais-je faire le suivi avec elle ou préférais-je que le formulaire me soit également envoyé directement? Je lui ai dit de me l'envoyer directement. J'ai rempli ma partie ce soir-là. Antécédents familiaux, groupe sanguin O positif, pas de conditions héréditaires significatives, routine. J'ai laissé la section de Norma vide et j'ai mis le formulaire sur le comptoir de la cuisine pour elle. Elle l'a rempli 2 jours plus tard sans commentaire et l'a laissé à côté de la cafetière. Je l'ai ramassé, j'y ai jeté un coup d'œil, et je me suis arrêté. Groupe sanguin. Elle avait écrit B positif. Je suis O positif. Je connais mon groupe sanguin depuis que j'ai 19 ans. Je n'ai jamais eu de raison d'y penser, mais il y a un fait de base sur la génétique des groupes sanguins dont je me souviens d'un cours de biologie il y a 20 ans. Le genre d'information qui reste tranquillement au fond de votre cerveau jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement la chose la plus importante que vous ayez jamais apprise. 2 parents O positif ne peuvent pas avoir un enfant B positif. Je suis resté dans la cuisine pendant 1 minute entière. Juste là, le formulaire à la main, le réfrigérateur bourdonnant, Caleb endormi à l'étage. Puis j'ai posé le formulaire avec précaution, je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai passé 1 heure à lire des sites médicaux, des références génétiques, des tableaux de transmission des groupes sanguins. Chaque source disait la même chose. J'ai lu jusqu'à ce que je ne puisse plus mal l'interpréter. Puis j'ai commandé un test de paternité ADN à domicile auprès d'un service de laboratoire médical. Livraison le lendemain. J'ai utilisé ma carte de crédit professionnelle, celle sur laquelle Norma n'avait aucune visibilité, et je l'ai fait livrer à l'adresse de Travis. Travis l'a déposé pendant sa pause déjeuner le lendemain. Il n'a pas posé de questions. Il a posé le paquet sur le comptoir de ma cuisine, m'a serré l'épaule 1 fois, et est parti. C'était Travis. Il savait quand les mots étaient inutiles. Le processus de prélèvement était simple. Un frottis de ma joue. Un frottis doux à l'intérieur de la bouche de Caleb pendant qu'il était distrait par un anneau de dentition. Les 2 échantillons scellés et renvoyés le même après-midi. Le délai pour les résultats était de 5 à 7 jours ouvrables. Je suis retourné au travail. J'ai donné à dîner à Caleb. Je lui ai donné son bain, lui ai lu 2 livres, les coucher à 20h40. J'ai fait exactement tout ce que j'aurais fait un soir ordinaire. Mais quelque chose avait changé dans l'architecture de la façon dont je tenais le coup. J'avais passé des semaines à opérer sur la base de soupçons et de preuves de trahison. Maintenant, j'attendais quelque chose de différent,
quelque chose qui n'avait rien à voir avec les choix de Norma et tout à voir avec le fait que le petit garçon de 9 mois pour lequel je me levais chaque nuit de sa vie était le mien. L'enveloppe est arrivée un jeudi. J'étais seul à la maison. Norma au travail, Caleb faisant la sieste. Les résultats du laboratoire sont arrivés en PDF sur mon email, mais le rapport physique est arrivé le même après-midi, transféré par Travis. Je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai ouvert. J'ai lu le résultat une fois. Puis je l'ai posé face contre table et j'ai appuyé mes 2 paumes à plat contre le bois et j'ai respiré. Caleb n'était pas mon fils biologique. Je suis resté assis là longtemps, sans pleurer, sans rien casser, juste assis avec le poids de cette nouvelle, qui était considérable. Le garçon à l'étage, celui qui attrapait mon doigt quand je le soulevais, celui qui reconnaissait ma voix avant de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Il n'était pas de mon sang. Ça changeait les choses. Pas ce que je ressentais pour lui à ce moment-là, mais ça changeait les choses. Le lendemain matin, après avoir reçu les résultats ADN, j'ai appelé Fletcher Harding avant 8 heures. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai donné le chiffre, 0% de probabilité de paternité. Il y a eu un bref silence de son côté. Pas de la surprise exactement, plutôt un homme qui recalibrait le poids de ce qu'il tenait entre les mains. Cela change considérablement la situation de la garde, a-t-il dit. En votre faveur. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la majeure partie de la nuit assis à mon bureau, à éplucher les relevés bancaires et les relevés de cartes de crédit. Pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que le mouvement me semblait préférable à l'immobilité. Ce que j'ai trouvé pendant ces heures a confirmé ce que je soupçonnais déjà au fond de moi depuis des semaines. Norma avait ouvert une 2e carte de crédit il y a 14 mois. Je n'en avais jamais rien su. Elle était à son nom seul, liée à une adresse email différente. J'ai trouvé les relevés grâce à un compte financier commun qui avait été utilisé comme source de paiement de secours 3 fois lorsque sa carte avait atteint sa limite. Les dépenses étaient méticuleuses dans leur mesquinerie. Un spa à Cherry Creek qu'elle avait visité 11 fois en 4 mois. 2 notes de restaurant dans un endroit du centre-ville qui coûtait $200 par visite, une boutique sur la Rime Street, une clinique d'esthétique médicale à Greenwood Village qui listait les services de rajeunissement facial comme spécialité. 19 400 $ sur 14 mois. J'ai imprimé chaque relevé, je les ai mis dans le dossier avec tout le reste. Quand j'ai rencontré Harding à son bureau ce jeudi après-midi, j'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai laissé le parcourir. Il a lu en silence, prenant parfois une note, s'attardant parfois sur une page plus que les autres. Quand il a fini, il a levé les yeux. La propriété au Portugal, a-t-il dit, vous avez mentionné qu'elle avait été héritée avant le mariage. 4 ans avant, ai-je précisé, de la succession de mon oncle. Elle est détenue dans une fiducie qui précède le mariage de 3 ans. Jamais mélangée avec nos finances communes. Harding a hoché lentement la tête. Son avocat va soutenir qu'elle est devenue un bien matrimonial parce que vous en avez tiré des revenus pendant le mariage. C'est leur stratégie. Nous contrerons avec les documents de la fiducie et les registres de succession. Il a posé son stylo. Et les dossiers pédiatriques? J'ai fait glisser un autre dossier sur le bureau. 14 visites au cabinet du docteur Brewster. Mon nom sur 13 des registres de présence. Le nom de Norma sur un seul. Le bilan des 2 mois, à l'époque où nous fonctionnions encore comme une famille. Chaque visite avait une note clinique. Chaque note avait une date, la signature d'un médecin et un champ pour le parent présent. Harding a étudié les dossiers un long moment. Je veux une déclaration écrite du docteur Brewster, a-t-il dit. Factuelle, pas éditoriale. Juste ce que les dossiers reflètent. J'appellerai son cabinet aujourd'hui, ai-je dit. Encore une chose. Harding m'a regardé droit dans les yeux. Les résultats ADN établissent que vous n'êtes pas le père biologique de Caleb. Légalement, cela affecte vos droits et obligations parentaux, mais cela affecte aussi les siens et ceux du père biologique. Son nom est Julian Steele. Oui. Une fois que nous aurons déposé la demande, sa paternité deviendra une question de dossier juridique. Il sera responsable de la pension alimentaire. Il ne pourra pas s'en tirer comme ça. Harding s'est permis une petite expression neutre. Les gens qui se comportent comme il l'a fait ont tendance à trouver que les conséquences les suivent. Je suis rentré en voiture, j'ai préparé le déjeuner de Caleb et j'ai appelé le cabinet du docteur Brewster.
l'infirmière chargée des rendez-vous m'a passé le directeur du cabinet, qui a confirmé que le docteur Brewster fournirait une déclaration écrite factuelle basée sur les dossiers cliniques. Elle a dit qu'elle serait prête dans la semaine. Ce soir-là, après que Caleb se soit endormi, je me suis assis sur le porche arrière avec un verre d'eau et j'ai réfléchi à la prochaine étape. Norma ne savait toujours pas ce qui l'attendait. Elle rentrait tard, se déplaçait dans la maison avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui se croyait en avance sur le jeu. Elle ne l'était pas. Le mardi suivant, j'ai demandé le divorce. Le cabinet de Harding a soumis les documents à 9 h du matin. À midi, Norma avait été signifiée à son bureau. Elle m'a appelé 4 fois avant que je ne réponde. Quand je l'ai fait, elle respirait fort, la voix tendue et aiguë. « Tu as déposé une demande », a-t-elle dit, comme une accusation. « C'est exact », lui ai-je répondu. « Clark, nous devons en parler. »« Tu ne peux pas simplement, mon avocat contactera le tien », ai-je dit. « C'est comme ça que ça marche maintenant. » Elle est restée silencieuse un moment, puis sa voix a changé, toujours dure mais calculatrice. « Tu penses que je vais juste partir ? Tu penses que je vais te laisser tout prendre ? Je pense, ai-je dit avec précaution, que tu devrais trouver un bon avocat. J'ai mis fin à l'appel, je suis retourné à mon bureau et j'ai terminé ma journée de travail. Norma a trouvé son avocat en une semaine. Il s'appelait Preston Holt, un praticien du droit de la famille d'un cabinet de Highlands Ranch qui avait la réputation, selon Travis, d'adopter des positions d'ouverture agressive. Il a déposé une réponse à notre demande de divorce de 18 pages qui contenait, entre autres, une revendication sur l'appartement de Porto. Harding m'a appelé le matin où elle est arrivée. Il a lu la section pertinente au téléphone, sa voix posée. L'avocat de Norma soutenait que, parce que les revenus locatifs de la propriété portugaise avaient transité par nos finances communes pendant le mariage, la propriété elle-même avait été intégrée au patrimoine matrimonial et était soumise à un partage équitable. « Est-ce que ça va marcher ?» ai-je demandé. « Non », a dit Harding sèchement. La propriété était détenue dans une fiducie établie avant votre mariage. Les revenus d'un bien propre transitant par un compte joint ne transforment pas le bien lui-même. Nous avons l'acte de fiducie, les documents de succession et 3 ans de registre de propriété prénuptiale. Leur argument s'effondre dès que nous produisons les documents. J'ai expiré. Quoi d'autre ? Il a fait une pause. Son avocat soutient également que votre arrangement de travail à distance constituait une forme de contrôle financier, que vous avez structuré les finances du ménage de manière à limiter l'indépendance économique de Norma. J'ai réfléchi à cela un moment. J'ai tout payé, ai-je dit. La maison, les voitures, toutes les factures. Je couvrais sa carte de crédit chaque mois. J'ai soutenu sa carrière, je l'ai emmenée à des conférences, j'ai comblé le manque de garde d'enfants pour qu'elle puisse progresser au travail. Je sais, a dit Harding. Et nous avons la documentation pour tout cela. Les relevés bancaires, les déclarations de revenus, vos revenus par rapport aux siens. Leur récit ne survit pas au contact des chiffres réels. La première audience a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis assis à côté de Harding à la table du demandeur et j'ai regardé l'avocat de Norma se lever et prononcer ce qui s'apparentait à un discours préparé sur le déséquilibre des pouvoirs et la suppression de carrière. Il a utilisé le mot « autonomie » 4 fois. Il a suggéré que Norma avait vécu dans un foyer où ses aspirations professionnelles avaient été systématiquement subordonnées aux préférences de son mari. J'ai gardé un visage neutre et je l'ai laissé finir. Puis Harding s'est levé. Il n'a pas haussé la voix. Il a placé un seul document sur la table devant le juge. Un résumé des contributions financières du ménage sur 5 ans de mariage. Mes revenus, les revenus de Norma, qui a payé quoi ? Monsieur Grimby a contribué à 83% du revenu total du ménage au cours de ce mariage, a déclaré Harding. Il a financé la participation de sa femme à 4 conférences de développement professionnel. Il a couvert l'intégralité des frais de garde d'enfants, d'entretien de la maison et de subsistance tout en gérant simultanément une carrière exigeante à distance. Il était le parent présent à 13 des 14 rendez-vous pédiatriques de l'enfant en bas âge du couple. Il a posé un deuxième document à côté du premier. Il s'agit d'une déclaration certifiée du docteur Rick Brewster, le pédiatre de l'enfant. J'attire l'attention du tribunal sur le 4e paragraphe. Le juge l'a lu. Puis elle a levé les yeux vers l'avocat de Norma avec une expression qui suggérait qu'elle ne trouvait pas l'argument de l'autonomie particulièrement convaincant.
Norma, assise de l'autre côté de la pièce, regardait droit devant elle. Sa mâchoire était serrée, mais j'ai observé ses mains jointes sur la table devant elle, et je pouvais y voir la tension. Les jointures légèrement blanches, les doigts se pressant un peu trop fort. Elle était entrée dans cette salle d'audience en s'attendant à gagner sur le récit. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était de la documentation. Après l'audience, dans le couloir, Norma m'a rattrapé avant que j'atteigne l'ascenseur. Harding s'est légèrement écarté, assez près pour entendre, mais nous laissant un peu d'espace. Elle a gardé la voix basse. « Tu penses que c'est fini ? » ?»« Je pense que ça suit son cours, » ai-je dit. « Je mérite la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble, Clark. » Je l'ai regardé fixement. « Tu mérites exactement ce que les dossiers montrent que tu as contribué, » ai-je dit. « Ce que ton avocat sait maintenant. » Elle a pincé les lèvres. Pendant un instant, quelque chose a traversé son visage. Pas du remords, pas de la culpabilité, mais la frustration particulière de quelqu'un qui vient de réaliser que sa stratégie ne fonctionne pas. Puis elle a tourné les talons et s'est éloignée dans le couloir, ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Harding est apparu à mon épaule. « Ça s'est bien passé ?» a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé partir. « Oui » ai-je dit. « C'est vrai. » Je logeais chez Travis depuis 3 semaines lorsque la vie soigneusement construite de Norma a commencé à s'effondrer d'elle-même. Le premier signe fut Julian. Cassandra Steele avait reçu mon email anonyme un mercredi soir. Le vendredi, selon Travis, qui avait un contact commun dans une entreprise pour laquelle Julian était contractuel, Cassandra avait confronté son mari, avait quitté leur maison à Aurora et avait engagé un avocat. Le contrat de consultant de Julian fut discrètement résilié la semaine suivante, après que les circonstances dans lesquelles il avait obtenu ses références eurent été révélées par l'enquête interne menée par son entreprise lorsque l'avocat de Cassandra a commencé à poser des questions. L'homme que j'avais recommandé, l'homme pour qui je m'étais porté garant. Disparu du réseau professionnel que je l'avais aidé à intégrer. Mariage en morceaux. Réputation dans le secteur déjà en train de se refroidir. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. La machine que j'avais mise en marche fonctionnait exactement comme prévu. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la rapidité avec laquelle Norma réaliserait qu'elle était seule. Elle avait supposé, je pense, que Julian serait son prochain chapitre, qu'une fois le mariage terminé, l'affaire se transformerait simplement en quelque chose de légitime. C'est l'histoire que les gens comme elle se racontent. Que la relation qui attend de l'autre côté des décombres est réelle. Qu'elle en valait le coup. La disparition de Julian ne faisait apparemment pas partie de cette histoire. C'est Travis qui m'a dit qu'elle l'appelait. Pas moi, mais Travis. Demandant comment j'allais, sondant pour savoir s'il y avait une quelconque souplesse dans ma position. Travis avait été agréable, non engageant, et m'avait immédiatement rapporté chaque mot par la suite. Elle a l'air secouée, a-t-il dit. Bien, ai-je répondu. L'appel que je n'attendais pas est arrivé un mardi soir à 23h40. J'étais au lit chez Travis, pas tout à fait endormi, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Norma. Je l'ai fixé un instant. Nous étions en plein processus juridique. Son avocat avait contacté Harding 2 fois cette semaine-là. Elle n'avait aucune raison de m'appeler directement. J'ai répondu. Caleb a de la fièvre. Sa voix était tendue, dépouillée de son tranchant habituel. 39,5, je ne sais pas quoi faire. J'étais hors du lit avant qu'elle ait fini sa phrase. Je n'ai pas pensé au divorce, à la procédure judiciaire, à ce que cela signifierait ou non. J'ai pensé à un petit garçon de 9 mois avec 39,5 de fièvre à 23h40 avec une femme qui n'avait assisté qu'à un seul de ses rendez-vous pédiatriques. Tu lui as donné quelque chose, ai-je demandé en enfilant mon jean. Je lui ai donné du Tylenol pour enfants. Je pense que c'est la bonne dose. J'ai vérifié. Quelle était la dose sur la boîte pour son poids? Silence. Elle ne connaissait pas son poids actuel. Moi si. 9,6 kg lors de sa dernière visite chez le docteur Brewster. Je lui ai expliqué la posologie correcte, j'ai attrapé mes clés et j'étais dans la voiture en moins de 4 minutes. Je suis arrivé à la maison, ma maison, celle que j'avais quittée il y a 3 semaines. Norma a ouvert la porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle avait pleuré récemment. J'ai enregistré cela et je suis passé outre. Je suis monté directement dans la chambre de Caleb.
Il était dans son berceau, rouge et malheureux, émettant le son grave et continu qu'il faisait quand il était vraiment mal à l'aise plutôt que simplement irritable. Je l'ai pris dans mes bras. Il a immédiatement tourné son visage contre mon épaule. Un réflexe si instinctif qu'il a contourné toutes les choses compliquées que je portais dans ma poitrine pour aller directement à quelque chose de plus ancien et de plus simple que tout ça. J'ai vérifié sa température moi-même. 39,6, en légère hausse. On va à l'hôpital pour enfants, ai-je dit en redescendant avec Caleb contre ma poitrine. Norma a attrapé son sac sans discuter. Le trajet a duré 11 minutes. L'infirmière de triage des urgences nous a fait passer rapidement, compte tenu de l'âge et de la température de Caleb. Le médecin de garde, une jeune femme qui se déplaçait avec le calme efficace de quelqu'un de très compétent, l'a examiné minutieusement, a demandé un historique détaillé des symptômes, des médicaments administrés et des allergies connues. J'ai tout répondu, chaque question, chaque date, chaque détail pertinent de chaque visite précédente. Quand le médecin a posé des questions sur ses antécédents d'otite, j'ai cité les 2 infections légères précédentes, l'antibiotique utilisé et le fait qu'il l'avait toléré sans réaction. Quand elle a demandé des informations sur les allergies, j'ai mentionné la sensibilité au lait maternisé et l'alternative que nous utilisions. Norma se tenait contre le mur et ne disait rien. Le médecin m'a regardé une fois, juste un coup d'œil, rapide et évaluateur, et j'ai vu qu'elle avait compris la situation. Elle n'a pas fait de commentaire. Elle a ordonné une analyse de sang, administré des fluides et a réussi à calmer et endormir Caleb en 90 minutes. Le diagnostic était une infection virale, pas dangereuse si surveillée, mais nécessitant une attention et un suivi avec son pédiatre dans les 24 heures. Elle m'a donné les instructions de sortie. Pas à Norma. À moi. Parce que j'étais celui qui avait répondu à chaque question. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente pendant que les papiers de sortie étaient traités. Norma avait les bras enroulés autour d'elle, fixant le sol. Après un long silence, elle a dit doucement « Merci d'être venu ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé Caleb endormi dans le porte-bébé contre ma poitrine, la fièvre déjà en train de baisser grâce aux médicaments. Je suis venu pour lui, ai-je dit. Pas pour toi. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. J'ai ramené Caleb chez Travis cette nuit-là avec un lit de voyage et assez de provisions pour gérer les 48 heures suivantes. Travis n'a pas posé de questions. Il a juste fait de la place. Le lendemain matin, j'ai appelé Fletcher Harding à 8h15. Je dois demander la garde d'urgence, ai-je dit. La nuit dernière m'a donné ce dont j'avais besoin. Harding est resté silencieux pendant exactement 2 secondes. Racontez-moi tout ce qui s'est passé aux urgences. Alors, je l'ai fait. Et à 16h cet après-midi-là, la demande de garde d'urgence était déposée. L'audience pour la garde a été fixée 2 semaines après que j'ai déposé la requête d'urgence. Entre-temps, la procédure de divorce a suivi son cours parallèle, et la situation de Julian Steele a continué de se détériorer d'une manière qui n'était pas de mon fait, mais que j'ai suivie avec une certaine attention silencieuse. Cassandra avait demandé le divorce dans les 10 jours suivant la réception de mon email. Son avocat avait demandé la déclaration financière de Julian dans le cadre de la procédure. Et ce que cette déclaration a révélé, selon Travis, qui avait gardé le contact dans l'ancienne entreprise de Julian, c'est que Julian avait utilisé une carte de crédit personnel pour financer ce que l'on pourrait généreusement appeler une vie parallèle. Séjour à l'hôtel, notes de restaurant, cadeaux, la même catégorie de dépenses que Norma avait sur sa carte secrète, sauf que Julian l'avait fait tout en manquant de paiement d'hypothèque sur la maison qu'il partageait avec Cassandra. Son contrat de consultant était parti. Son mariage était parti. Et maintenant, un tribunal de la famille était sur le point de l'établir comme le père légal d'un enfant qu'il n'avait apparemment pas prévu et qu'il ne s'était certainement pas porté volontaire pour soutenir. Harding a déposé les documents de paternité dans le cadre de la procédure de garde. Le résultat ADN a été inscrit au dossier. Julian Steele a été formellement identifié comme le père biologique de Caleb. Son avocat, un homme qui, selon Harding, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde, a tenté de soutenir que la paternité de Julian devait être traitée séparément de la question de la garde. Le juge a refusé de les séparer. Julian a été condamné à payer une pension alimentaire. Le chiffre auquel le tribunal est parvenu, basé sur son historique de revenus, était suffisamment substantiel pour que son avocat grimace visiblement lorsqu'il a été lu à haute voix. Je n'étais pas à cette audience particulière.
Harding représentait mes intérêts, mais Travis était là et m'a appelé après avec les détails. Et je suis resté assis dans ma voiture dans le parking d'un immeuble de bureaux du centre-ville de Denver, j'ai écouté et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la satisfaction, mais plutôt le soulagement particulier de voir une structure qui allait de toute façon s'effondrer toucher enfin le sol. L'audience pour la garde elle-même a eu lieu un jeudi matin de début décembre. Je me suis assis à côté de Harding à la table du demandeur. Norma était assise de l'autre côté de la pièce avec Preston Holt. Elle était habillée proprement, calme en surface, mais elle avait reçu la déclaration écrite du docteur Brewster 2 jours plus tôt, et je pouvais voir à la posture de ses épaules qu'elle savait ce qui allait arriver. L'assistante sociale assignée à l'affaire a présenté ses conclusions en premier. Elle avait effectué 2 visites à domicile, une au domicile de Norma, une à l'appartement où j'avais récemment emménagé, un 2 pièces à Washington Park que j'avais aménagé spécifiquement pour Caleb. Un berceau approprié, des espaces sécurisés pour les enfants, une trousse de premiers soins pédiatriques que l'assistante sociale a notée dans son rapport comme étant très complète. Sa conclusion était mesurée mais claire. L'enfant avait démontré un fort attachement principal au père, ce qui correspondait à l'historique des soins documentés dans les dossiers médicaux. Ensuite, la déclaration du docteur Brewster a été lue au dossier. 13 rendez-vous sur 14, principal contact médical, parents présents à chaque visite pour maladie, chaque vaccination, chaque bilan de développement. Preston Holt a fait valoir que Norma était la mère, qu'elle avait droit à la garde principale, que son horaire de travail avait nécessité l'arrangement actuel, mais ne reflétait pas sa capacité ou son engagement. Il a utilisé le mot « lien » 4 fois et n'a cité aucune documentation. La réponse de Harding a duré 3 minutes et consistait presque entièrement à lire des chiffres du dossier. Puis ils ont fait entrer Caleb. Une coordinatrice du bien-être de l'enfance nommée par le tribunal l'a porté. Il était avec un soignant supervisé dans une pièce adjacente pendant l'audience. La coordinatrice l'a amené dans la salle d'audience et j'ai observé de l'autre côté de la pièce comment il a réagi à l'endroit. Nouvel environnement, plafonniers inconnus, trop d'adultes. Il a regardé autour de lui, se tortillant légèrement. Puis il a trouvé mon visage. Il s'est immobilisé une seconde, comme le font les bébés quand ils repèrent quelque chose de familier dans un lieu incertain. Puis ses 2 bras se sont levés, le signal universel, celui qui ne signifiait qu'une chose. Il me voulait. La coordinatrice a jeté un coup d'œil au juge. Le juge a hoché la tête. La coordinatrice me l'a amené. Je l'ai tenu contre ma poitrine, j'ai senti son poids s'installer comme il le faisait toujours, confiant, immédiat, sans aucune hésitation. Et j'ai regardé le plafond un instant parce que j'avais besoin d'une seconde pour rester calme. De l'autre côté de la pièce, Norma regardait. Son visage était très immobile. J'ai de nouveau baissé les yeux sur Caleb. Il avait un poing enroulé autour du col de ma veste et étudiait la pièce depuis la sécurité de mon épaule. Parfaitement calme maintenant. Le juge a rendu sa décision préliminaire 20 minutes plus tard. Garde physique principale au père en attendant la procédure de divorce finale. Norma aurait des visites supervisées le week-end avec une révision dans 90 jours. Preston Holt a dit quelque chose à propos d'un appel. Harding a écouté poliment et n'a rien dit. Je suis sorti de cette salle d'audience avec Caleb dans mes bras et Travis un pas derrière moi. Dans l'ascenseur, Travis a posé une main sur mon épaule et n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Les semaines entre la décision sur la garde et l'audience finale du divorce avaient une qualité particulière. Une sorte de quiétude compressée, comme l'air avant une tempête qui a déjà décidé où elle va frapper. Je connaissais l'issue. Harding connaissait l'issue. Je pense qu'à un certain niveau, Norma le savait aussi. Cela ne l'a pas empêché d'essayer. Preston Holt a déposé 2 motions supplémentaires dans les 3 semaines précédant l'audience finale. La première était une nouvelle revendication sur la propriété de Porto, recyclant le même argument sur l'intégration matrimoniale qui avait déjà échoué une fois. Harding l'a rejeté dans une réponse de 4 pages qui faisait référence au même document de fiducie que nous avions produit en octobre. La deuxième motion était une demande d'évaluation professionnelle, une tentative de soutenir que, parce que je travaillais à distance, ma capacité de gain réel n'était pas claire et que, par conséquent, le règlement financier devait être recalculé. Harding a traité celle-ci avec un amusement à peine dissimulé. Mes déclarations de revenus des 4 dernières années ont été déposées comme pièces à conviction. La question de la capacité de gain se répondait d'elle-même.
Ce à quoi Harding ne pouvait pas me préparer entièrement, c'était Norma elle-même. Elle m'a appelé un dimanche soir, 9 jours avant l'audience finale. J'ai envisagé de ne pas répondre. Puis j'ai décroché, car j'avais appris que les choses que l'on évite ont une façon de vous retrouver à de pires moments. Je veux qu'on parle, a-t-elle dit. Pas par l'intermédiaire des avocats, juste nous. Nous sommes à 11 jours de la fin, ai-je dit. Tout ce que tu as à dire, dis-le à Harding. Clark. Sa voix a changé, plus douce, plus prudente. J'ai beaucoup réfléchi, à tout ce que nous avions avant que tout ça n'arrive. J'ai attendu. Je pense qu'on a abandonné trop vite, a-t-elle continué. Je pense que les gens font des erreurs. Les mariages peuvent survivre à des épreuves si les deux personnes sont prêtes à le faire. Norma, ai-je dit. Elle s'est tue. Je vais te poser une question, et je veux que tu réfléchisses avant de répondre. J'ai gardé ma voix égale. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Une pause, puis avec précaution, je pense qu'on pourrait essayer quelque chose de différent. Quelque chose de plus ouvert. Une structure différente où nous aurions tous les deux plus de liberté, mais nous resterions une famille pour Caleb. La voilà. La reformulation. La trahison déguisée en évolution. L'affaire rétroactivement convertie en un choix de vie, et moi, invité à l'accepter comme le prix à payer pour maintenir la famille unie. Je n'ai ressenti rien d'aigu ou de brûlant, juste une clarté propre et finale. Laisse-moi être sûr de comprendre, ai-je dit doucement. Tu veux que j'accepte un arrangement où tu as la liberté de faire exactement ce que tu faisais déjà, sauf que maintenant je suis au courant, et en échange, tu resteras à la maison. Silence. La réponse est non, ai-je dit. C'était non dès le moment où tu as fait ton premier choix, et ça n'a pas changé depuis. Ne m'appelle plus en dehors de la procédure légale. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone sur mon bureau. Travis était dans la cuisine en train de préparer le dîner et avait entendu la majeure partie de la conversation à travers la porte ouverte. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, une spatule à la main, et m'a regardé. Elle a joué la carte de la relation ouverte, ai-je dit. Il a secoué la tête lentement. Incroyable. Prévisible, ai-je dit. Et terminé. Le jeudi suivant, Norma est arrivée au bureau de Harding pour une discussion de règlement pré-audience obligatoire. J'étais déjà là quand elle est entrée. Elle s'est assise en face de moi à la table de conférence pour la première fois depuis l'audience sur la garde. Et je l'ai regardée essayer de trouver quelque chose dans mon expression qu'elle pourrait utiliser, une chaleur résiduelle, une ouverture, une preuve que l'homme qu'elle avait géré pendant 5 ans était toujours gérable. Elle n'a rien trouvé. Je m'en suis assuré. Elle avait l'air, pour la première fois dans toute cette histoire, véritablement incertaine. Pas sur l'issue juridique. Holt l'avait sans doute briefé assez clairement là-dessus. Incertaine à mon sujet, sur le fait que la personne assise en face d'elle ne réagissait pas comme elle s'y attendait ou en avait besoin. Cette incertitude était la seule chose que je lui ai donnée. La discussion de règlement a duré 90 minutes. La propriété de Porto est restée à mon nom. Les biens matrimoniaux ont été divisés selon la contribution réelle. L'arrangement de garde de la décision préliminaire a été confirmé comme permanent. L'obligation de pension alimentaire de Julian Steele était déjà établie et continuerait indépendamment du divorce. Norma a signé là où Holt l'a indiqué. J'ai signé là où Harding l'a indiqué. Nous ne nous sommes pas regardés en partant. L'audience finale du divorce fut brève. 45 minutes, procédurale. Le juge a examiné l'accord signé et a confirmé que les deux parties y avaient consenti sans coercition. Elle a posé 2 questions, a reçu 2 réponses et a signé le décret. C'était fini. Avant que nous ne quittions la salle d'audience, l'avocat de Norma a parlé à Harding de la première visite supervisée, de la logistique, du calendrier, du lieu de passage. Affaires administratives standards. Je me suis tenu un peu à l'écart et j'ai laissé les avocats gérer. Norma s'est approchée de moi. Les avocats parlaient encore. Elle s'est arrêtée à quelques pas et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose de non gardé, quelque chose qui n'avait pas d'agenda caché. Il va grandir sans savoir que tu étais son père, a-t-elle dit. C'est ce que tu veux. Je l'ai regardé fixement. La salle d'audience se vidait autour de nous, les voix et les pas s'éloignant vers le couloir. Caleb va grandir en sachant exactement qui était là, ai-je dit. Chaque nuit, chaque rendez-vous,
chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un à 3 heures du matin. Il le saura parce que je serai là pour chacun de ces moments à l'avenir. Comme je l'ai toujours été. J'ai soutenu son regard. Ce qu'il saura de toi dépendra entièrement de ce que tu choisiras de faire à partir de maintenant. Elle a dégluti. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'avait pas de réponse. Pas de vraie réponse. Et après un moment, elle a détourné le regard. J'ai pris ma veste sur la chaise et je suis sorti. Travis attendait dans le couloir. Il s'est mis à mes côtés sans un mot alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur. 4 mois plus tard, j'étais assis à mon bureau un mardi matin d'avril. La ligne d'horizon de Denver était visible par la fenêtre. Le café refroidissait à côté du clavier. Caleb était dans son transat à 1 mètre de là, travaillant très sérieusement à détruire un jouet en peluche qui avait déjà perdu une oreille à cause de sa détermination. Il avait commencé à se mettre debout en s'agrippant aux meubles et avait des opinions, bien arrêtées, sur les aliments qui étaient acceptables et ceux qui ne l'étaient pas. Le locataire de l'appartement de Porto venait de renouveler son bail pour une autre année. Mes revenus étaient solides. J'avais l'esprit clair d'une manière que je n'avais pas connue depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer. Caleb a levé les yeux de son jouet, a trouvé mon visage et a éclaté du sourire qu'il avait récemment découvert. Large, sans dents, complètement naturel, adressé à moi comme si j'étais la meilleure chose qu'il ait vue de la matinée. J'ai repoussé l'ordinateur portable et je l'ai pris dans mes bras. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'en sortirai. Je m'en étais toujours sorti.